Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cours qu'on va consacrer à la question de la suggestion et de la suggestibilité. Alors on va faire un double cours ce soir. Je pense que pour ceux qui nous suivent en vidéo, on va sûrement mettre ça en 2 épisodes vidéo. Un double cours puisque pour ceux qui l'ont suivi, le premier cours qu'on voulait donner il y a 15 jours, eh bien, on l'a reporté à ce soir. Et pour cette raison-là, j'ai prévu à peu près 2 cours de 45 minutes. Et puis entre les deux, on fera une petite pause. Et si on veut se faire une première série de questions-réponses pendant cette pause-là, ou du moins à la fin de ce premier cours-là, eh bien on verra. Une introduction à la suggestion, à la suggestibilité, une vue d'ensemble en particulier des avancées modernes de la recherche. Qu'est-ce que la recherche récente, disons la recherche des 30, 40 dernières années, peut nous dire sur la question de la suggestion et de la suggestibilité? Des thèmes qui sont un petit peu complexes, qui sont un petit peu confus par moments et qui nous ont semblé nécessiter de proposer une forme de, pourrions dire, de clarification sur la question. On va donc faire ce cours en 2 parties. Dans une première partie, une vue d'ensemble de la recherche sur la suggestion et la suggestibilité, dans laquelle on va regarder un petit peu comment des regards modernes peuvent définir ces concepts-là, de quoi s'agit-il, comment est-ce que ça peut être en lien avec des fonctions comme la perception, comme l'imagination, comme ces histoires dont on entend parler dans l'hypnose de dissociation. Et enfin, dans cette première partie, on va regarder la suggestibilité comme étant une fonction d'amorçage, comme ayant une possibilité d'amorcer quelque chose à l'intérieur de nous, amorcer un quelque chose qui va nous permettre de mettre le réel que nous percevons en cohérence, de donner une cohérence à nos perceptions et à ce qui provient de nous aussi. Donc, c'est peut-être un peu mystérieux à ce stade-là, mais on va clarifier cette question-là dans la première partie. Et puis dans la deuxième partie, on va aller un petit peu plus loin avec ces regards scientifiques. On va notamment aller dans des visions constructivistes de la suggestion et de la suggestibilité, où on va voir que peut-être que quand on parle de suggestion, on parle de notre capacité à co-construire notre perception du réel. Et puis quand on aura fait le point sur tout ça, on vous présentera quelques modèles que, ici à l'Arche, nous avons mis au point, nous avons observé dans le temps et dans l'expérience et que nous défendons. Donc pour démarrer, je voudrais vous présenter l'idée des suggestions et l'idée de suggestibilité, éventuellement au pluriel, comme un domaine de recherche. Tout d'abord, quand on commence à s'intéresser au point de vue académique sur la suggestion et la suggestibilité, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de définition claire de ces mots-là. Pourquoi il n'y a pas de définition claire de ces mots? Parce qu'il n'y a pas de critères clairement établis. Parce que ce sont des phénomènes qui sont complexes, qui sont multiples, et parce qu'il n'y a pas de consensus entre les différents chercheurs pour établir et arrêter une définition. Alors du coup, ce qu'on voit apparaître, c'est que les terminologies, elles sont contradictoires. Des fois aussi, les opinions entre différents chercheurs sont contradictoires. Des fois, différents chercheurs utilisent un même terme, mais pour parler de choses qui ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, ça fait un petit peu de confusion et ça peut faire pas mal de quiproquos. Une confusion dans la littérature scientifique parce que parfois, un chercheur met l'accent sur une caractéristique particulière de ce que pourrait être, par exemple, la suggestion. Prenons un exemple, un chercheur en sciences sociales ou un chercheur en sciences cognitives, peut-être qu'ils vont utiliser le mot suggestion pour parler de 2 choses différentes, et peut-être qu'ils vont cloisonner le sens de ce mot de 2 manières différentes, et après, quand on va lire, nous, sur ce sujet-là, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est dans ce cas-là, la suggestion? Parce qu'on me parle de choses et je ne vois pas le trait d'union entre les deux. Jusqu'au début des années 2000, et on en est encore à peu près là aujourd'hui, on n'a pas de théorie unifiée de la suggestibilité, mais on a des sous-divisions sur lesquelles des auteurs ont fait tout un travail très pointu, et c'est le fruit de ce travail-là que je vais vous présenter ce soir. Bien sûr, nous sommes toujours actuellement en 2018, du moins pour ceux qui sont là aujourd'hui, parce que je ne sais pas s'il y a des amis qui nous regardent en 2021 sur cette vidéo. En tout cas, à l'heure où nous donnons ce cours aujourd'hui, en printemps 2018, on a toujours besoin d'un domaine de recherche pour fédérer ces sous-divisions, pour fédérer ces différents points de vue, pour faire un domaine de recherche de la suggestion et de la suggestibilité. Alors, il y a quelques points qui expliquent pourquoi, pour l'instant, on manque d'études sur ce sujet-là. D'une part, parce que c'est un sujet qui, conceptuellement, est un peu compliqué. Et ce soir, on va prendre le temps de donner de la précision sur ce point-là. C'est un domaine dont l'importance, du point de vue de nombreux auteurs, c'est un domaine dont l'importance a été clairement sous-évaluée. Enfin, on manque d'analyse pour aller regarder à quel point c'est multiple, et on manque aussi d'analyse pour aller regarder toute la variété des processus cognitifs, des processus physiologiques, psychologiques, qui sont sous ces différentes choses que nous pourrions appeler suggestion ou suggestibilité. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans ce cours, je tiens à préciser que ce qu'on va dire ce soir, ce sont des visions académiques.
on ne cherche pas spécialement à redéfinir le mot suggestion tel qu'il est pratiqué par des praticiens, par des hypnotiseurs, des praticiens en hypnose, ou comme on peut l'utiliser dans différentes écoles, comme on l'utilise dans cette école. L'idée ici n'est pas de chercher à verrouiller un vocabulaire, on peut continuer à l'utiliser comme on l'a toujours utilisé jusqu'ici, mais on va montrer comment des regards académiques nous proposent une histoire un petit peu plus profonde, un peu plus précise sur cette question. Donc regardons brièvement quelques définitions, quelques propositions de définition de ce que pourrait être une suggestion. Hippolyte Bernheim, en 1884, nous propose l'idée qu'il s'agit d'un acte par lequel une idée est introduite dans le cerveau et acceptée par lui. Bernheim, il ne nous dit pas la suggestion, c'est l'idée qui est introduite. Bernheim nous dit la suggestion, c'est l'idée par laquelle l'idée est introduite. McDougall, en 1908, nous dit qu'il s'agit d'un processus, donc là on est plutôt sur de la fonctionnalité, il s'agit d'un processus qui est similaire à de l'association. Ça n'utilise pas la pensée réflexive, ça n'utilise pas de jugement rationnel. En 1976, Ernest Rossi nous donne une définition à propos d'Erikson. Alors ce qui est intéressant à regarder, j'ai épluché les Collected Papers, du moins une version numérique des Collected Papers de Milton Erickson, et quand on cherche le mot suggestion, ça renvoie à plus de 1200 pages chez Erikson. Je vous laisse imaginer que dans ces pages, le mot peut apparaître plusieurs fois, donc je n'ai pas le nombre d'occurrences. Mais nulle part, Erikson ne définit ce qu'est le mot suggestion, qu'il utilise autant. Donc évidemment, Ernest Rossi, qui a copublié les Collected Papers avec lui, s'est dit qu'il faudrait peut-être aller regarder ce truc-là. Et Ernest Rossi nous donne cette proposition. Donc c'est une citation. Pour Erikson, la suggestion hypnotique, c'est un processus d'évocation et d'utilisation de processus mentaux qui sont propres au patient et qui sont autres que ceux qu'il utilise par son contrôle volontaire. Donc, on va laisser cette définition planer pour l'instant et puis on va voir comment on peut s'en servir un peu plus tard. Vladimir Georgiou, dont je vais vous reparler tout à l'heure, en 1989, nous propose, lui, qu'il s'agit d'une forme de communication qui implique quelqu'un qui fait une suggestion, des processus volitionnels, des facteurs qui sont prédictifs sur ce qui se passera plus tard, quelqu'un qui reçoit la suggestion, le fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix possible que ce qui a été suggéré, et une forme de réponse qui est non volontaire. Alors, vous pouvez laisser cette définition qui est un peu complexe et un peu technique de côté, et rester dans l'idée que Vladimir Georgiou nous propose qu'il s'agit d'une forme de communication. Ernst Hilgard, en 1991, nous propose lui aussi qu'il s'agit d'une forme de communication, je vous la décris, une forme de communication qui produit une réponse conformée, mais qui diffère dans ses aspects subjectifs d'une réponse délibérée. Et Hilgard, quand il écrit ça en 91, il a déjà plus de 80 ans, et ça fait une bonne cinquantaine d'années qu'il réfléchit sur la suggestion, la suggestibilité, l'hypnose, l'hypnotisabilité. Et pour ces raisons, ça peut être intéressant de regarder un peu plus précisément son travail. Lars Gunnar Lund, en 1998, nous propose une autre idée qu'on va pas mal développer ce soir, l'idée que la suggestion, ça pourrait être du priming, c'est-à-dire un amorçage, l'amorçage d'une attribution de signification. Une signification va être attribuée et on va amorcer le fait d'attribuer cette signification. Pour Lund, la suggestion, ce n'est pas de l'argumentation, la suggestion, ce n'est pas de la persuasion, et ce n'est pas une communication dans laquelle l'intention de la communication est clairement exprimée. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est la proposition, la définition qu'il va donner, les contours qu'il va mettre à ce que pourrait être la suggestion pour présenter différents modèles que je vous présenterai tout à l'heure. Enfin, Ruggieri, en 2000, nous dit que la suggestion, c'est un processus qui est lié à l'activité imaginaire, l'activité imaginative, et au processus d'inhibition. Un ensemble de propositions, de définitions, où là, on voit déjà que tout le monde ne parle pas de la même chose, vous le voyez ? Alors, Vladimir Georgiou, dans sa carrière, s'est dit à un moment, ce truc-là, c'est vraiment trop important pour qu'on laisse ce bazar en l'état, et on va essayer de se rassembler, de discuter, et de définir un petit peu les choses et d'essayer de se comprendre. Et en 1987, il va être à l'initiative du premier symposium international de recherche sur la suggestion et la suggestibilité pour rassembler les personnes qui se posaient ces questions-là. Si vous voulez, Vladimir Georgiou est un petit peu la personne qui, à la fin des années 80, a permis qu'aujourd'hui, on peut comprendre mieux ces questions de suggestion et de suggestibilité. C'est un petit peu ce qui va se passer dans le cours de ce soir. On va regarder, en gros, l'état de la recherche dans les 30 dernières années sur ces questions.
Et Guillot, il dit s'il y a la suggestion et la suggestibilité et que ça recouvre un ensemble vaste et complexe de phénomènes, alors on pourrait appeler ce domaine la suggestionnalité. Il dit, bah oui, après tout, tous les processus rationnels, on appelle ça la rationalité. Les processus émotionnels, on appelle ça l'émotionnalité. Donc, toutes ces histoires de processus suggestifs, on pourrait appeler ça la suggestionnalité. Je crois que le terme n'a pas bien pris, à vrai dire. Mais on peut voir qu'il a l'idée d'essayer de montrer c'est un domaine de recherche dans lequel il y a pas mal de choses. Et pour lui, ça englobe notamment 4 points. Le fait qu'il peut y avoir une situation dans laquelle il y a de la suggestion. Donc là, premier point dans lequel on regarderait la suggestion elle-même et ses effets. Un deuxième point dans lequel on pourrait regarder la suggestibilité elle-même et les facteurs. Qu'est-ce qui permet une éventuelle suggestibilité? Il va montrer qu'ici, il n'y a pas la suggestibilité, mais des suggestibilités, ou du moins des processus qui sont sous ce mot-là. Ensuite, les techniques de suggestion, et dans quel champ est-ce qu'on peut les appliquer. Et enfin, toutes les approches théoriques. 4 points. Les situations où il y a de la suggestion, la suggestibilité elle-même, les techniques de suggestion et les différentes théories qui permettent de comprendre cela, qu'il propose de fédérer comme étant un domaine de recherche. Au niveau des champs d'application, il y en a plusieurs que vous connaissez bien. Champ d'application de la suggestionnalité, eh bien, il y a l'hypnose, les placebos, il y a le domaine clinique, par exemple dans la question de l'effet placebo, les prophéties autoréalisantes, et puis d'autres domaines comme la publicité, les sciences politiques, l'éducation, etc. Lars-Gunnar Lund, en 1998, nous propose, lui, de regarder qu'il y a 5 niveaux sur lesquels il peut y avoir une influence suggestive. Les suggestions peuvent avoir une influence, qu'il propose d'appeler suggestive, et il propose de regarder qu'il y a 5 niveaux différents sur lesquels cette influence peut s'exercer. Les comportements, les sensations, les croyances et les attentes, les émotions, les motivations et les buts. Alors on pourrait dire, les comportements, eh bien, c'est ce qui est du domaine de notre action, y compris le domaine idéomoteur, y compris nos signaux idéomoteurs et nos communications non verbales. Les sensations, c'est plutôt ce qui va se passer dans ce qu'on perçoit de notre corps. Les croyances et les attentes, c'est plutôt comment à l'intérieur de nous, on comprend le monde et comment on anticipe le monde de cette manière-là. Les émotions, je pense que le terme est assez clair. Et les motivations et les buts, eh bien, c'est ce qui va orienter notre action. Et Lund montre que il est intéressant de distinguer ces 5 niveaux sur lesquels il y a une influence suggestive, car ces niveaux, ils sont entremêlés de prime abord, mais il y a une différence dans ces niveaux, il y a une différence quant à leur activation et quant à leur réponse. Alors on pourrait prendre un exemple, si je reçois une suggestion, par exemple, il peut y avoir une différence d'activation entre, disons, mes sensations et mes motivations. Je pourrais recevoir une suggestion où je me dirais, au niveau de mes sensations, ça ne les active pas, mais au niveau de ma motivation, ça fait une forte activation. Et plus tard, je vais avoir été très motivé par cette suggestion. Vous voyez ici 2 niveaux d'activation différents. Et puis 2 niveaux de réponse. Eh bien, je pourrais avoir une réponse au niveau de mes motivations qui, par exemple, implique ma personnalité, et je pourrais avoir une réponse au niveau de mes croyances et de mes attentes qui n'impliquent pas ma personnalité. On aurait ici 2 niveaux de réponse qui ne sont pas les mêmes. Alors ça paraît trivial quand on le dit comme ça paraît assez évident. Oui, ok, il y a 5 niveaux, et ils diffèrent en quoi? Dans leur façon d'être activés, dans la façon dont on va répondre. Oui, mais avant le travail de Lund, tout ça était complètement emmêlé, en paquet, et il y avait beaucoup de quiproquos parce que les gens disaient « Moi, je vais pouvoir te montrer que la suggestibilité, ça ne marche pas comme ça, parce que regarde, dans les sensations, ça s'active comme ceci et ça répond comme cela, alors que tu me dis, toi, que dans les motivations, ça s'active comme ceci et ça répond comme cela. » Une différenciation en 5 niveaux sur lesquels il y a une influence suggestive qui permet de mieux préciser sur quel point précis on est en train de faire une étude. Georg Guillot, toujours à l'initiative de la rénovation de ce domaine, va montrer que la situation suggestive, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes de suggestion, eh bien, ça recouvre tout un ensemble de phénomènes que généralement nous appelons suggestion. Alors, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, mais en gros, il les définit en 3 catégories. Il y a l'attribution unilatérale d'une intention. Il y a quelqu'un qui envoie de manière unilatérale une intention envers quelqu'un d'autre. Pourquoi on dit que c'est unilatéral? Parce que celui-là, a priori, il n'a rien demandé, à vrai dire. Une attribution unilatérale d'incitation dans laquelle il y a les situations indicatives. Ce sont les suggestions directes, comme si je dis par exemple, vous pouvez entendre le souffle du vidéoprojecteur.
j'ai indiqué quelque chose, mais il y a un mécanisme qu'on peut appeler suggestion, qu'on va décrire un peu plus tard, qui est pourtant présent. Les situations concevables, alors là on a tout le champ des suggestions indirectes, alors on peut prendre un exemple, par exemple tout ce qui est conditionnel. Si tu vas me chercher de l'eau, Clément, je te donnerai 10 $, par exemple. Ça peut qu'est-ce qui va se passer ici? Il va y avoir une activation qui va générer une action. Pourtant, je n'ai pas dit « va me chercher de l'eau », mais on a créé une motivation et il y a une forme indirecte. Alors évidemment, c'est un exemple bas de gamme, mais on peut comprendre avec un exemple comme ça pourquoi il s'agit d'une situation concevable, parce que tu as pu le concevoir, ce que j'ai dit, surtout la deuxième partie. On est bien d'accord. Les aspects qui sont liés au développement de cette attribution, donc là on pourrait se dire que quelque chose a été implémenté chez Clément et que ça va commencer à donner un certain fruit. Peut-être qu'en fait le but c'est simplement qu'il aille chercher de l'eau gratos. La source de l'attribution, est-ce que ça provient de celui qui reçoit la suggestion? Donc dans ce cas-là on serait dans de l'autosuggestion. Est-ce que ça provient de quelqu'un d'autre, comme je viens de le faire avec Clément, ou est-ce que ça provient de l'environnement, comme par exemple on voit un logo ou une publicité? On va quand même aller jusqu'au bout de cette histoire-là. Dans cette question d'attribution, il y a les situations suggestives qui sont incitatives. Donc là, il y a le caractère incitatif. En fait, je crois que c'est ce que j'ai fait dans l'exemple que j'ai donné, en fait, à Clément, parce que c'était incitant puisqu'il y avait une question de récompense derrière. Et enfin, Georgiou propose que la suggestion, ce n'est pas le domaine de l'obligation. Si on force quelqu'un à faire quelque chose, pour lui, dans sa définition, ce n'est pas de la suggestion. Premier point, une attribution unilatérale d'incitation. Le deuxième point, le processus d'attribution lui-même, comment ça fonctionne. Et là, c'est assez simple. Pour Georgiou, il y a suggestion si il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de réflexe et il n'y a pas de contrôle conscient. Mais il peut y avoir en parallèle de la suggestion, de la réflexion, du réflexe, du contrôle conscient. Et Georgiou, il appelle ça « putting under ». Et moi, j'ai traduit ça, tu pourrais me dire ton avis, ou toi aussi. Moi, j'ai appelé ça « passer sous la table ». Je ne savais pas trop comment traduire cette idée, mais Georgiou, il le met entre guillemets, son « putting under » en disant « ça passe par en dessous ». Bien sûr, il peut se passer autre chose pendant qu'il y a la suggestion, mais elle va quand même s'implémenter. Pas de réflexion, pas de réflexe, pas de contrôle conscient. Et enfin, troisième point, je vous rappelle, les deux premiers étant attribuer de manière unilatérale une incitation. Il y a les processus par lesquels c'est attribué. Et enfin, le troisième point qui, pour Georgiou, relève de ce qu'on pourrait appeler suggestion, eh bien, ce sont les effets de cette influence. Les types d'actions de cette influence sur, par exemple, les comportements, les pensées, les émotions, comme, prenons l'exemple, par exemple, des comportements, initier ou annuler des comportements, donc initier ou éteindre des comportements, diminuer ou augmenter un comportement, ou maintenir un comportement qui peut-être allait s'éteindre, ou bien transformer un comportement qui était en roue libre. Et là, on peut commencer à voir pourquoi ça peut nous intéresser, nous, de différencier les choses de cette manière-là dans notre pratique. Ça va jusqu'ici? Ok. Alors on disait quelques domaines sur lesquels la question de la suggestion est bien connue. On peut regarder brièvement la question de l'effet placebo. L'effet placebo, pour le définir, il y a à peu près un consensus sur cette idée-là en tout cas. C'est un effet sur le bien-être résultant d'un traitement, mais qui n'est pas spécifique au traitement. Il n'est pas spécifique au traitement, il vient d'autre chose, il vient à la croyance en l'efficacité du traitement, et il vient de certains aspects de la relation entre celui qui prescrit et celui qui reçoit le traitement. Lars Gunnar Lund, toujours, en 1987, nous propose, il nous montre que généralement on comprend l'effet placebo comme étant dû à la suggestion. Et je pense qu'il y en a pas mal ici d'entre vous qui diraient « mais oui, l'effet placebo provient de la suggestion ». Néanmoins, il dit « c'est étonnant parce que, si c'est le cas, le rôle de la suggestion et de la suggestibilité dans l'effet placebo devrait être beaucoup plus étudié ». Et il va montrer que dans l'effet placebo, il y a des choses qui viennent de la suggestion, par exemple de l'efficacité de la suggestion sur plusieurs niveaux, mais il y a aussi des choses qui ne viennent pas de la suggestion, par exemple les émotions positives. Je te donne un exemple, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais dans son article, Lund il montre que les émotions positives, elles ont un effet sur les traitements. Le fait qu'il y ait un effet placebo et qu'on se dise « ça va me faire du bien et ça va me soulager de ma douleur temporaire », ça crée déjà le fait que je me sens mieux parce que j'ai de l'optimisme, j'ai de l'enthousiasme, j'imagine être soulagé.
Et Lund te dit, mais ça, on le voit aussi dans des choses qui ne sont pas l'effet placebo. Il dit par exemple dans les mécanismes de rémission spontanée. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas juste de la théorie, hein. Il y a des études qui vont avec ça. Il dit par exemple, on voit des gens qui déménagent et qui changent de contexte, qui ont de l'optimisme, de l'enthousiasme, qui se sentent soulagés. Et là, on voit des mécanismes de rémission spontanée. Il dit donc, si ces mécanismes-là sont présents dans l'effet placebo, mais sont aussi présents dans des endroits qui ne sont pas l'effet placebo, ils ne sont pas spécifiques à l'effet placebo. Clair ? Super. Donc vous pouvez voir, j'essaye de vous passer un peu cette idée, comment ces chercheurs se sont arrachés les cheveux pour se dire, mon Dieu, il y a des choses qui sont couplées dans tous les sens. Et là, on avait l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose, on voit qu'en fait, là, il y a deux choses. Il y a deux choses. Là, on avait l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose, on voit qu'en fait, il y a deux choses aussi. Je ne dis pas qu'on en a quatre alors qu'on n'en voyait qu'une seule. Et c'est un travail vraiment brillant, c'est un travail de patience et de réflexion logique pour essayer de décortiquer les choses, pour mettre fin au quiproquo et bien sûr pour faire avancer la recherche et l'amener jusqu'au domaine clinique. Différents niveaux de suggestion qui contribuent aux effets placebo, eh bien, il reprend sa propre nomenclature en disant, par exemple, des effets placebo qui vont être en lien avec, par exemple, le niveau cognitif, comme avec les arguments d'autorité. Vous connaissez cette histoire. Oh, de grands chercheurs de Sanofi, par exemple, ont montré que ce médicament il baisse la douleur de 90% en 10 minutes. Mais c'est des grands chercheurs de Sanofi. Et si ça ne nous convainc pas, on pourrait dire, oui, ils ont fait ça en lien avec les équipes de Harvard. Des arguments d'autorité. Je ne vais pas vous faire tous les exemples, parce que je crois que vous les connaissez en fait. Sur le niveau sensoriel, là par exemple, on aurait une association entre le niveau cognitif et sensoriel, notamment dans les mécanismes de réduction de la douleur. Sur le niveau émotionnel, on peut avoir des effets placebo. Et aussi sur le niveau motivationnel, comment est-ce que l'effet placebo contribue à suggérer une motivation de comportement, et Lund montre que ça, c'est le processus clé qui est utilisé en psychothérapie, recréer de la motivation. Voilà pour ce qui est de la suggestion et des placebos. Évidemment, on va prendre le temps aujourd'hui de faire un petit propos sur la suggestion et l'hypnose, quelques regards sur les liens et peut-être les différences entre suggestion et hypnose. Au XXe siècle, le champ d'étude de la suggestibilité, il va être absorbé par le champ d'étude de l'hypnose et les deux vont être complètement couplés, complètement étudiés de manière indissociée. Et tout ça, ça commence avec Bernheim en 1888, nous propose que la suggestion, c'est le phénomène de base dans l'hypnose. Donc l'hypnose, elle a un socle, pour lui, c'est la suggestion. Et en 1903, il dit, on ne peut pas distinguer hypnose et suggestibilité. Les deux, on ne peut pas les distinguer l'un de l'autre. Pourtant, Binet, en 1900, lui, n'a déjà pas le même point de vue. Binet, en 1900, nous dit la suggestibilité individuelle, celle d'un individu, eh bien, c'est quelque chose de différent de l'hypnose. Ça n'empêche pas que ça a l'air de fonctionner ensemble, mais c'est quelque chose de différent. Et là, on a la base eh bien, de deux écoles qui n'ont pas le même point de vue sur cette question-là. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique de l'hypnose et de la suggestibilité, parce que c'est un long débat avec plusieurs écoles, plusieurs points de vue, de nombreuses études dans la fin du 19e et la première moitié du 20e, mais quelque chose a contribué à calmer un peu le débat, on pourrait dire. Eysenck et Furneaux, en 1945, décrivent 3 types de suggestibilité. Et ces 3 types de suggestibilité, ils ne sont pas corrélés de la même façon à l'hypnotisabilité. Je vais vous le montrer dans les slides suivantes. À partir de là, les discussions vont commencer à arrêter d'être frontales et on va dire, ok, peut-être que chacun a raison. Il y a des aspects de la suggestion qui sont corrélés au fait d'être mis en état d'hypnose et il y a des aspects de la suggestion qui ne sont pas corrélés à être mis en état d'hypnose. Et de ce point de vue, dans les débats du 19e, les deux avaient raison. Dans le premier symposium international sur la suggestibilité et la suggestion, en 1987, à l'impulsion principalement de Georgiou et d'autres personnes, ces chercheurs vont mettre en avant que les phénomènes hypnotiques et les phénomènes suggestifs, ils sont à la fois en interdépendance et à la fois ils sont indépendants. Voilà la conclusion. Et il est nécessaire de comprendre qu'ils sont à la fois interdépendants, à la fois interdépendants et à la fois indépendants pour pouvoir étudier sereinement et clairement le sujet. Toujours clair ? Pour aller un peu plus loin sur la question de la suggestion et de l'hypnose, pour des regards modernes, Edmondson, en 1989, dit à nouveau que l'hypnose et la suggestion, ce sont deux phénomènes qu'on peut découpler. Bien sûr qu'on les voit de cette manière-là.
mais on peut les découpler pour les regarder l'un avec l'autre et l'un sans l'autre. Gheorghiu va notamment promouvoir l'idée, et ça c'est une idée importante pour le cours d'aujourd'hui, que la suggestibilité c'est un phénomène naturel et qu'on peut l'étudier en dehors du champ de l'hypnose. Autrement dit, du point de vue de Gheorghiu, il n'y a pas besoin d'avoir un sujet en transe pour étudier sa suggestibilité. Ça peut paraître évident aujourd'hui, 30 ans plus tard, mais en 1989, encore fallait-il le prouver. Pour lui, la suggestibilité en soi, avec ou sans hypnose, c'est un phénomène humain primordial, et j'espère que je vais vous le démontrer ce soir, c'est un phénomène qui devrait être réévalué. Hilgard, lui, va montrer que les comportements hypnotiques ne peuvent pas être... Peut-être que j'irai moins vite. Hilgard, en 91, va montrer que les comportements hypnotiques ne peuvent pas être réduits à seulement la question des réponses aux suggestions. Alors, ça fait un peu débat et je vais laisser cette idée de côté, mais vous pouvez aller regarder ses papiers sur cette question-là, ce qu'il a écrit il y a 30 ans. On avance encore un peu dans le temps. De Pascalis, en 99, va montrer, c'est un modèle assez théorique, que suggestibilité et hypnotisabilité, eh bien, ce sont l'expression de deux phénomènes physiologiques qui sont différents l'un de l'autre. Et alors, il y a André Weizenhofer, qui a travaillé avec Erickson. En 2002, Weizenhofer, je crois qu'il a lui aussi plus de 80 ans en 2002, Weizenhofer. Et ça fait 50, 60 ans qu'il se pose des questions sur tout ça. Et il publie un papier, je n'ai plus le nom en tête, mais un papier qui dit il y a une confusion sur le sens des mots dans notre domaine, quoi. En gros, c'est un papier qui dit c'est le bazar et je vais essayer de vous montrer où est le bazar et de proposer quelque chose pour qu'on clarifie un peu la question. Et il va proposer deux termes. Le terme hypnosis, et pour lui, hypnosis, c'est un état modifié de conscience, c'est un état de transe. Et un autre terme qu'il appelle hypnotism, et il dit, hypnotism, c'est hypnosis plus la suggestion. Et là, ça permet d'étudier l'un avec ou sans l'autre, d'étudier ce que nous on appellerait hypnose, parce qu'on n'a pas ces deux vocables. Ce que nous on appellerait hypnose, ça permet de l'étudier sans la suggestion ou avec la suggestion, avec deux concepts clairs. Alors nous, on est bien embêtés en français avec ces choses-là parce qu'on n'a pas, vous voyez, dans notre culture, le vocable l'hypnose et l'hypnotisme. Du moins, on ne l'a plus aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour suggestion et hypnose? La suggestion est aussi étudiée en psychologie sociale. En 2000, Schwanenberg propose un article dans lequel il dit, en gros, si on résume, la psychologie sociale, elle a vraiment besoin de conceptualiser clairement ce que c'est la suggestion pour pouvoir l'opérationnaliser, c'est-à-dire pour pouvoir la décrire avec les outils de la psychologie sociale. Il montre que la suggestion, elle semble être présente dans trois types de phénomènes. Dans la psychologie sociale, des relations interpersonnelles et la phénoménologie de ces relations interpersonnelles. Ça, pour lui, ça démarre à la fin des années 50 avec le travail de Heider. La suggestion, elle est présente dans les systèmes de changement d'attitude par une influence sociale et par la communication. Et enfin, par l'influence de l'environnement social qui contribue à bouger et à... C'est pas déterminer en fait. Qui permet de faire apparaître certains types de représentations. Alors si on regarde ces trois niveaux, pour lui, Schwanenberg, de quoi ça nous parle? Pour lui, la suggestion, elle est présente dans trois phénomènes différents. Le premier, on pourrait dire, dans la nature de la relation, il y a de la suggestion. Le deuxième niveau, dans le fait qu'à l'intérieur d'un individu, il y a du changement d'attitude et de comportement, il y a de la suggestion, mais on ne parle pas de la même chose que dans la relation. OK, jusqu'ici? Ouais. Et enfin, troisième niveau, que l'individu ait un changement de comportement ou pas, à l'intérieur de lui, quelque chose peut avoir bougé en amont de son comportement. Et là aussi, il y a de la suggestion. Et tout ça, c'est impacté par des questions de facteurs sociaux, de contexte et d'environnement. Clair pour suggestion dans la psychologie sociale? C'est un gros résumé. Je m'excuse pour les personnes qui sont vraiment très férues de psychologie sociale. Ce soir, j'ai plutôt mis l'accent sur les aspects cognitifs, à vrai dire. Alors revenons sur cette idée qu'il pourrait y avoir plusieurs types de suggestibilité. Je vous disais, Eysenck, Furneaux, 1945, vont dire mais il y a une raison simple en fait pour laquelle c'est le bazar entre suggestibilité et hypnotisabilité. Ils vont montrer qu'il y a trois types de suggestions. Moi j'en avais surtout retenu deux, mais
partons sur l'idée qu'il y en a 3. Un premier type de suggestibilité qu'ils appellent primaire, et c'est lié à tout ce qui est exécution motrice sans volition consciente. Par exemple, si ma main se lève et que je n'ai pas l'impression de faire ce mouvement consciemment. Ça, c'est 1945, et en termes modernes, on appellerait ça une perte d'agentivité. Et cette suggestibilité primaire, elle est corrélée à l'hypnotisabilité. Clair jusqu'ici? Et il détermine qu'il y a un autre type de suggestibilité qu'ils appellent secondaire. Il s'agit de l'expérience subjective d'avoir des sensations, de percevoir des sensations, après qu'il y ait eu des suggestions directes ou indirectes. Exemple, si je dis « Clément, dans quelques instants, tu vas commencer à sentir des picotements dans la main. » Non, pas tout de suite, attends un peu. Mais sois attentif à la façon dont il commence à s'amorcer à l'intérieur de toi. Et au bout d'un moment, si j'y vais un peu plus, t'en as déjà ou pas encore? T'en as déjà, voilà, super. Donc, ça va activer quelque chose. Ici, on parle bien d'une expérience subjective, qu'il y a des sensations, qu'il y a la perception de sensations, après qu'elles aient été suggérées de manière directe ou indirecte. Et ce qu'ils ont montré, c'est que cet autre type de suggestibilité secondaire, eh bien, elle n'est pas corrélée avec l'hypnotisabilité. On a donc une suggestibilité primaire, perte d'agentivité, corrélée à l'hypnotisabilité, une suggestibilité secondaire, l'expérience de sensations après qu'elles aient été suggérées, qui n'est pas corrélée à l'hypnotisabilité. Alors, ça peut nous donner des idées, parce que nous, en tant que praticiens, ça peut nous donner des repères. Est-ce qu'une personne est actuellement dans un état propice à de l'hypnose ou pas encore? Eh bien, peut-être qu'il faut mieux, pour cela, utiliser des pertes d'agentivité plutôt que d'utiliser des suggestions de sensations, par exemple. Mais pour l'instant, l'intention n'est pas encore de ramener ces outils-là pour les praticiens. Pour l'instant, on pourrait dire qu'en 1945, ça a permis de défaire un immense paradoxe, un immense quiproquo dans le champ de la recherche sur l'hypnose et sur la suggestion. 15 ans plus tard, Stuckart, 1958, va s'intéresser au lien entre la suggestibilité et les réponses conditionnées. Vous savez, les réponses conditionnées, c'est le travail de Pavlov, avec le conditionnement d'un stimulus. Il montre que, là aussi, le modèle de réponse conditionnée de Pavlov, il décrit très bien la suggestibilité primaire, mais seulement la suggestibilité primaire. Et il en déduit qu'il y a une partie de la suggestion qui ne répond pas aux réponses conditionnées. Et ce qu'on pourrait comprendre de cette histoire-là, c'est qu'au milieu du XXe siècle, un ensemble de chercheurs qui s'intéressent au conditionnement, à la suggestion, à la communication, à l'hypnose, vont commencer à se dire « Ah, mais en fait, dans la suggestion et la suggestibilité, il y a plusieurs choses qui peuvent avoir des effets ou au contraire ne pas avoir ces effets. » On est presque au bout de ces histoires de définition. En 1998, Lund amène un concept qui va vous sembler assez évident. Et il est évident surtout une fois que quelqu'un nous a posé des mots dessus, du moins il me semble. Il introduit les notions de suggestor et suggestant pour conceptualiser la suggestion. Alors ici, il s'agit de, le suggesteur, le suggestionneur. Alors, pour ce soir, qu'est-ce qu'on va dire? Suggestionneur? Ah bon? Ok. On va les traduire comme suggestionneur et suggestant. Pour lui, le suggestionneur, c'est celui qui émet la suggestion. Et pour lui, le suggestant, c'est celui qui reçoit la suggestion. Et on était bien mal à l'aise à l'idée de traduire ces mots-là parce qu'à notre connaissance, ils n'existent pas en français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a voulu rendre le suggestant, il a voulu le rendre actif dans son vocable. Et pour lui, c'est vraiment important. Ce n'est pas quelqu'un qui est simplement suggestionné. Et vous allez voir un peu plus tard dans cette présentation pourquoi ce point est important. Donc, ici, on est sur un mécanisme très simple. Un suggestionneur qui émet une suggestion, un suggestant qui reçoit une suggestion. Le suggestionneur, pour lui, il va influencer le suggestant, volontairement ou involontairement, par différents types de communication pour piloter les intentions, les sensations, les croyances, les buts, les comportements du suggestant. A l'inverse, le suggestant, lui, du point de vue de Lund, il active automatiquement des structures volitionnelles, des structures qui vont être liées à ce qui est entre sa volonté et ses automatismes. Et il active cela, c'est lui qui active cela. Ce n'est pas le suggestionneur qui active cela. Le suggestant active automatiquement des structures volitionnelles, mais il n'en a pas conscience. Un suggestionneur, un suggestant. Toujours clair? C'est là que ça se complique un peu.
Pour Lunt, et je vais le redire parce que c'est un point important, pour Lunt, nous ne sommes pas à 100% d'accord avec sa proposition, mais c'est sa proposition. Pour Lunt, quand il y a suggestion, c'est qu'il y a non-transmission de l'intention de la communication. Alors, il s'appuie sur le modèle de Grice, Paul Grice, 1957, dans un article très intéressant, un article de logique linguistique qui s'appelle Meaning. Et Grice, en 1957, avait montré un mécanisme logique présent dans les communications qu'il appelle l'intention communicative. Et vous pouvez le voir ici, l'intention communicative, eh bien, elle implique deux niveaux d'intention. L'intention communicative, c'est l'intention de faire comprendre l'intention de la communication. Par exemple, si je dis à Clément, « Clément, j'aimerais bien que tu ailles me chercher un verre d'eau. » Je lui ai communiqué l'intention de ma communication. Vous êtes d'accord? C'est le niveau 2. Et moi, j'avais l'intention qu'il comprenne l'intention de ma communication. C'est le niveau 1. Il y a ici deux niveaux d'intention. Ça vous paraît clair? Tu l'as pas? Je veux bien que tu reprennes. C'est vrai? Ok, d'accord. Si je dis à Clément, j'aimerais bien que tu ailles me chercher un verre d'eau. Il a compris qu'il y avait l'intention de niveau 2, aller chercher un verre d'eau. C'est bien ça, hein? Ok. Mais il y a une intention de niveau 1 qui me concerne moi, qui est, je voudrais qu'il comprenne quelle est mon intention. Maintenant, si je le regarde et que je lui dis, il fait chaud, hein? Non? Il fait pas chaud, tu trouves pas? Moi, j'ai pas l'intention que tu comprennes, que mon but c'est que tu ailles me chercher de l'eau. Il y a l'intention de niveau 2, l'intention de la communication, et j'ai eu l'intention de niveau, je n'ai pas eu l'intention de niveau 1, que tu comprennes l'intention de niveau 2, va me chercher de l'eau. Ce qui est rigolo, c'est que dans cet exemple, tu ne sais pas si je suis en train de te le faire ou pas. Hein? C'est amusant. Parce que là, on est dans la suggestion, mais tu vas voir. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair. Merci beaucoup. Je te remercie parce que quand je vous demande si c'est clair, c'est un moment où un truc n'est pas clair, moi je veux bien revenir dessus. Hein. Si jamais, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on perçoit ou on interprète peut-être une intention justement d'aller chercher un verre d'eau. Oui. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une intention ou non, ou c'est purement une interprétation? C'est ton interprétation. Et peut-être ton interprétation va être concordante avec mon intention, ou discordante. Mais c'est ton interprétation. Et on va y venir. C'est vers ça qu'on s'achemine, la question de l'interprétation. C'est OK? Je ne pensais pas qu'on allait bloquer sur ce truc-là, mais la suite va être amusante du coup. Donc, pour reprendre là où on en était, dans le modèle de Grice, l'intention communicative implique une intention de niveau 1, l'intention que je fasse comprendre, une intention de niveau 2, l'intention de ma communication. Je reprends l'exemple. Si je dis à Clément, par exemple, j'aimerais bien que tu ailles me chercher de l'eau, il y a mon intention de niveau 2, que tu ailles me chercher de l'eau, et moi j'ai eu l'intention qu'il la comprenne. Cette seconde-là est l'intention de niveau 1. OK ? Lunt va prendre ce modèle-là, le modèle de Grice, en 1998, pour proposer son concept de suggestion, qui est soumis à discussion. Si vous dites « je ne suis pas d'accord avec Lunt », eh ben, vous avez tout à fait le droit, à vrai dire, hein, mais c'est un modèle logique. Pour Lunt, là où il y a suggestion, c'est quand ça n'implique pas l'intention de niveau 1, c'est-à-dire quand ça n'implique pas l'intention de faire comprendre l'intention de la communication. Par exemple, si je dis à Clément, il commence à faire chaud, non ? L'intention de ma communication était toujours « j'aimerais qu'il aille me chercher un verre d'eau », mais je n'ai pas eu spécialement envie, volontairement ou pas, je n'ai pas eu spécialement envie qu'il comprenne tout de suite le truc. Ok ? Je vais voir un autre exemple. Si je suis en train de discuter avec Clément et Lucie, par exemple, et qu'on discute tous les trois dans la pièce, et qu'à un moment, je veux dire un truc à Clément, et je ne veux pas que Lucie, elle l'entende. Je pourrais dire à Lucie, tu pourrais aller me chercher de l'eau, et je ne veux pas qu'elle comprenne que mon intention, c'est qu'elle sorte de la pièce. Ben, ça, c'est le modèle de Lunt. Je n'ai pas eu l'intention de lui faire comprendre, niveau 1, que j'avais l'intention qu'elle sorte de la pièce, niveau 2. Je pense qu'avec cet exemple-là, c'est plus clair. Il y avait une question ? Oui. C'est ce qu'on appelle couramment la manipulation. Alors, je vais la reformuler, David, pour la caméra.
tu demandes, c'est ce qu'on appelle couramment la manipulation. Je ne vais pas répondre à ça parce que là, ce soir, on est dans un jeu de mettre des mots sur des choses, des fonctions psychiques, des mécanismes de communication. Et chacun peut mettre le vocable qu'il veut. Mais lui, Lunt, il a publié. Et il a dit, moi, je vais montrer pourquoi j'essaye de mettre cette définition-là pour parler de quelque chose. Et ce quelque chose dont je veux parler, j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle suggestion. OK ? Ta question, je pense, pourra être utile pour tout le monde. Ça renvoie à ce que j'ai dit au début. L'idée ici, dans ce que je dis là, n'est pas d'imposer un vocable, mais de regarder comment un auteur l'utilise pour des choses qui, je pense, vont être assez intéressantes. Donc vous avez capté l'idée de Lunt. Il n'y a pas l'intention de faire comprendre, l'intention de la communication. Par exemple, je n'ai pas l'intention que Lucie comprenne que quand je lui dis que j'ai besoin d'un verre d'eau, au cas où tu n'aies pas encore compris, c'est pour qu'elle sorte de la pièce. Et là où ça nous intéresse, et ça nous intéresse vraiment dans notre pratique, c'est que Lunt montre de manière extrêmement précise dans son article que ça, en fait, sans s'en rendre compte, involontairement, on le fait tout le temps, ce mécanisme de suggestion-là. Communiquer quelque chose et ne pas faire comprendre à l'autre ce qu'on voulait communiquer, on le fait tout le temps involontairement. Et involontairement, c'est un mécanisme automatique, c'est un mécanisme naturel, c'est un mécanisme qui est présent dans la communication de manière générale. Mais si on veut le faire intentionnellement, ça nécessite des compétences parce que c'est compliqué de faire en sorte que le suggestant ne comprenne pas l'intention de ma communication. Eh bien, ça demande d'apprendre à le faire, parce que de prime abord, on n'est pas entraîné à faire ça. Ça demande des compétences, ça demande un apprentissage, et ça, à vrai dire, c'est ce que nous, ici à l'Arche, on transmet dans notre niveau technicien 1. Apprendre à faire des suggestions de manière élégante, de manière discrète, de manière fonctionnelle, apprendre à être un bon suggestionneur, de manière volontaire pour faire passer des suggestions. Pour Lunt, il faut 4 compétences pour apprendre à faire ces suggestions intentionnelles. Et nous, ici à l'Arche, on s'y reconnaît bien dans ces compétences-là. Une compréhension du fonctionnement psychologique humain, par exemple comprendre comment fonctionne l'inconscient, comment fonctionne la communication, la suggestibilité. Une compréhension de comment fonctionnent les comportements d'autrui, les comportements verbaux, non verbaux, les effets de contexte. Une compréhension empathique d'un certain nombre de structures psychiques, et ça on en a déjà pas mal parlé en hypnologie, avec les typifications, les mécanismes des uns et des autres, les mécanismes de conditionnement, les false scores et j'en passe, et enfin empathie et compassion. On pourrait dire qu'ici on a une compréhension naturelle des mécanismes de l'autre et une forme de posture pour pouvoir travailler avec l'autre, 4 compétences qui sont nécessaires pour apprendre à faire des suggestions de manière intentionnelle. Un ensemble de points de vue pour donner différentes définitions de ce que pourrait être la suggestion et la suggestibilité de points de vue différents auteurs. Et quand je vois l'heure qu'il est, je pense que ça va être un peu plus long que ce que je pensais ce soir. Tout ça, à mon point de vue, c'était l'apéritif. Et les informations intéressantes, à mon point de vue, commencent vraiment ici. Disons qu'ici, on va rentrer dans le côté, mais en fait, c'est une science et c'est tellement dingue que c'est carrément de la science-fiction. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai longuement étudié ce sujet. Alors, est-ce que j'ai amorcé le fait que ça vous a redonné de l'attention ? Est-ce que vous avez compris l'intention de la communication ? On ne saura jamais, parce que je l'ai dit après, donc au niveau rétroactif, on ne sait pas du coup. Il y a une organisation cognitive de nos perceptions. Je le pose comme un postulat. Et la suggestibilité, elle peut être vue comme une fonction importante qui est liée à l'organisation cognitive de nos perceptions et à l'attribution de signification à un percept. Alors, rassurez-vous, on va y aller tranquille pour cette question-là. La suggestibilité, ce sera la conclusion de ce cours au final, elle peut être vue comme une fonction qui est liée à la façon dont nous organisons notre psyché dans sa façon de percevoir des événements externes, des événements internes, de les assembler pour en donner une cohérence et pouvoir comprendre le monde et pouvoir y répondre. Et la suggestibilité a l'air d'être une fonction qui est liée à cela, d'une part, et d'autre part à un mécanisme qui attribue des significations à un concept. Et pour ceux qui étaient là, il y a quelques années, il y a 1 an et demi, j'avais donné quelques exemples avec la tasse à motif de chat, que peut-être vous êtes en train d'halluciner du coup à cette heure-ci.
il y a quelque chose qui attribue la signification chat à un concept particulier, à un percept particulier. Et je vous invite à revoir cette démonstration épistémologique qui était dans le cours sur Henri Corbin à la reconquête de l'imaginal. C'est le 6e cours du module sur l'imaginal et l'imagination active. Donc je prends ceci comme un acquis à partir de maintenant. Lunt, en 1993, montre que le paradigme cognitiviste, donc le paradigme scientifique dit cognitiviste, il décrit des meaning structures. Et de quoi s'agit-il, ces meaning structures? Il s'agit de structures de signification, de structures de représentation du monde, de réseaux sémantiques liés les uns aux autres, ou encore de schémas mentaux. Et ces 4 mots-là, tous les 4 sont une traduction de ce que pourrait être meaning structure, des structures de signification, de représentation, des réseaux sémantiques, des schémas mentaux. Et qu'est-ce qu'elles font, ces meaning structures? Elles organisent nos perceptions, nos cognitions, elles organisent nos émotions et nos intentions de manière plus ou moins stable. Et en particulier, elles attribuent de la signification aux perceptions, aux événements, aux objets, aux actions, etc. Je pense que ça peut vous rappeler des choses qu'on a vues l'année dernière. En bref, on pourrait dire qu'il y a de la perception, elle génère une réorganisation qui va déboucher sur un comportement. Vous êtes d'accord avec ça? On a un schéma assez simple ici, c'est comme ça qu'on comprend le monde. Et on peut voir que la perception, de manière générale, elle va utiliser des indices dans l'environnement, elle va utiliser certaines choses dans l'environnement pour se réorganiser. Pourquoi se réorganiser? Pour former une image cohérente du monde et pouvoir y réagir. Par exemple, si un puma entrait dans la pièce, la perception irait chercher des indices sur quel est donc ce percept, pour pouvoir se réorganiser en disant « Oh, maintenant dans cette pièce, il y a un puma en liberté » et pouvoir réagir à ce monde complet, cette pièce, ce cours, ce puma, et y réagir de la manière appropriée. Vous voyez ? La perception utilise des indices de l'environnement pour se réorganiser, former une image cohérente du monde avec les perceptions qui viennent d'y entrer, entre guillemets, et pouvoir y réagir. Mais la suggestion, elle est en lien avec ce mécanisme et elle va participer à la réorganisation du système. La suggestion, elle va influencer les indices et les signaux qui sont perçus, elle va influencer la sélection des perceptions et elle va influencer comment on comprend ces perceptions. Parce que si avant on a dit quelque chose comme « Oh tu sais, il y a le puma du cirque d'à côté qui se balade, il est gentil, hein, on peut le gratter, il est trop super », quand vous allez le voir passer, à moins que vous soyez félinophobe, quand vous allez le voir entrer, vous n'aurez pas le mécanisme que vous avez cru pouvoir avoir tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'on ne l'a jamais nommé, hein, c'était une suggestion. La suggestion, elle va préparer la sélection de l'information et l'attribution de signification à cette formation d'une part. On peut donc dire de ce point de vue qu'elle conditionne la réorganisation, on peut donc dire de ce point de vue qu'elle favorise les conditionnements. Et je vous laisse imaginer la différence entre cette vision, perception, réorganisation, comportement, et cette vision où la suggestion est en lien de manière différente avec la perception, la réorganisation et les conditionnements. Clair? Et ici, on commence à parler de priming. La suggestion, elle va amorcer tout le reste. Comment la perception fonctionne, comment mon monde psychique se réorganise en fonction de la suggestion, et comment tout cela peut déboucher sur un comportement. Le mécanisme est assez simple. Il y a un suggesteur qui amorce un contenu mental dans un suggestant. Avec ou non intention de faire comprendre, l'intention, ce n'est pas vraiment la question en fait ici. Cette idée de priming, c'est surtout l'idée qu'on va amorcer quelque chose pour qu'à l'instant d'après se passe autre chose. Par exemple, je pourrais amorcer l'idée, vous savez, Clément, Lucie, enfin... Et là, j'ai amorcé quelque chose, vous voyez? Voilà. Et ça va donner un résultat ultérieur. Il y a quelque chose qui a été amorcé. Quand il y a priming, il y a un stimulus qui va avoir une influence. Cette influence, elle va changer la façon d'interpréter de futurs stimuli, avec ou non conscience qu'il y a eu tout ce processus. C'est une amorce, c'est un... On pourrait dire, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, on pourrait dire c'est un préconditionnement. Non? Si? Ouais. Ok.
S'il y a eu priming, s'il y a eu cet amorçage, les stimuli ultérieurs, ils vont déclencher les contenus amorcés. Alors, on pourrait prendre un exemple de priming. C'est un exemple assez simple, c'est chez Heider en 1958. Heider, il disait qu'il y a 5 types de relations différentes, dont la suggestion. Alors, je vous montre la démonstration logique, elle est assez simple. Hein. Un élément X qui n'était pas attractif pour, allez, on va dire, pour moi. Donc moi, je suis A et disons que Clément, c'est A et que moi, je suis B. Donc, un élément X qui n'était pas attractif pour Clément devient attractif pour Clément par une action de ma part. OK ? Il y a une action de ma part et l'élément X qui n'était pas attractif chez lui est devenu attractif chez lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? X, il a pris une valence positive pour Clément par mon action à moi. Vous êtes d'accord ? Hein ? Une valence positive, c'est le fait que tu trouves ça cool. Et une valence négative, c'est le fait que tu trouves ça pas cool. Pour faire très simple. Donc, on va y arriver. X, il a pris une valence positive pour Clément par une action de moi. Vous êtes toujours d'accord ? Mais moi, je ne suis pas la source de la valence positive. Moi, je suis la source je suis la source de l'attribution de la valeur positive à X par Clément lui-même. Parce que Clément, il va s'approprier quelque chose que j'ai fait passer et c'est lui qui va faire l'association et qui va dire « Ah, ce X, c'est cool ». Comme par exemple, aller chercher de l'eau pour Cyril. Ça a l'air sympa quand même. Au début, on voit bien qu'il n'était pas très motivé. Mais quelque chose dans le mécanisme fait que l'idée d'aller chercher de l'eau pour Clément est devenue attractif par une action de ma part. Mais c'est lui qui a fait l'attribution. Vous voyez la nuance ? Eh bien ici, on a un exemple de priming. Ici, on aurait amorcé une valence positive à un comportement. Alors, je ne suis pas en train de dire que le priming, c'est toujours le fait d'amorcer une valence positive, négative, comme on vient de dire, d'attribuer du c'est cool, c'est pas cool. C'est pas ça. Ici, c'était juste un exemple. C'est OK pour tout le monde ? C'est important. Revenons à cette idée générale de priming. De ce point de vue, pour Lunt, la suggestion, c'est le fait d'activer une structure de représentation, une structure de signification. Et ça, pour lui, ça a toutes les caractéristiques d'un priming interpersonnel, c'est-à-dire d'un amorçage entre deux individus. La suggestion, elle active chez le suggestant une structure de représentation et tous les réseaux de structures de représentation qui y sont liés. Et ça peut générer deux processus, des processus associatifs et imaginatifs, où il n'y a pas de contrôle conscient. Donc ça, généralement, on dit c'est inconscient, c'est ce qui se déclenche de manière inconsciente. Et éventuellement, une pensée critique, une pensée réflexive, analytique, etc. Mais peu importe qu'elle soit là ou pas, l'activation de structures de représentation, l'activation de structures de signification et les réseaux qui y sont liés génèrent des processus associatifs et imaginaux sur lesquels le suggestant n'a pas de contrôle conscient. Et si vous voulez, l'image qu'on pourrait donner ici, c'est que la suggestion, ce n'est pas passer une idée. La suggestion, ce serait comme faire entrer dans le cerveau d'autrui une clé. Et il se trouve que le cerveau d'autrui possédant cette clé, lui-même, il va ouvrir la serrure derrière laquelle il peut y avoir cette idée. Ce n'est pas faire passer une idée, c'est faire passer quelque chose qui fait que une idée va apparaître. Vous voyez la nuance ? Ici, on a deux niveaux qui sont pris l'un dans l'autre, mais dans la suite de ce cours, après la pause, ou peut-être dans la seconde vidéo pour ceux qui nous regardent en vidéo, on va revenir à cette question-là avec des schémas, parce que c'est vraiment la question primordiale de ce cours. Paul Kruse, en 1989, avait déjà décrit le même type de modèle en disant « Les mécanismes rationnels, réflexifs, analytiques, ils sont trop lents pour organiser les perceptions. » Et on le sait bien, si on oublie de regarder avant de traverser et qu'on entend le bruit d'un camion et qu'on a ce mouvement réflexe de reculer au dernier moment, eh bien souvent, quand on vit quelque chose comme ça, on va avoir l'impression qu'on a réagi avant d'en être conscient. Vous connaissez cette histoire-là et les praticiens en hypnose connaissent très bien ces histoires-là. Les processus rationnels sont trop lents pour organiser les perceptions. Et Kruse proposait déjà en 1989 l'idée que ce sont les mécanismes suggestifs eux-mêmes qui sont ces stratégies extrêmement rapides qui vont gérer l'instabilité d'un système. Au moment où j'entends ce camion arriver, mon système se met en instabilité parce que je n'avais pas
je n'avais pas pris en compte le fait que ce camion pouvait arriver et j'imaginais que le futur allait se préparer autrement. Et ce bruit met tout mon système perceptif en instabilité, il tient compte de cette perception, il se réorganise pour pouvoir répondre au monde tel qu'il se présente maintenant. Toujours clair ? Eh bien, dans ce mécanisme-là, pour Kruze, il y a des mécanismes suggestifs qui sont ces stratégies de réorganisation du monde quand il y a une instabilité du système. Toujours clair? Oui. On vient donc d'introduire ici l'idée d'une instabilité du système et d'un système qui va avoir besoin de se restabiliser. Et c'est toute la question. Pour les auteurs, pour Kruze et pour Georgiou, quand ils ont travaillé ensemble sur la question, il y a une relation entre l'instabilité du système, la suggestibilité et la restabilisation du système. Pour eux, la suggestibilité, c'est ce mécanisme qui fait que quand tout mon système cognitif se déstabilise parce que quelque chose est en train d'entrer dedans et que ça le déstabilise, alors il a cette capacité à se réorganiser en tenant compte d'une perception. Et cette capacité, pour redonner de la cohérence au réel et y répondre rapidement, c'est la suggestibilité. Et là, on pourrait dire, mais quel est le rapport avec le priming? Eh bien, c'est le fait que la façon dont ça va se réorganiser, elle a été amorcée. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure à propos du Puma, où on pourrait dire, si, dans mon exemple avec le camion qui arrive, si quelqu'un avant m'a dit « Tu sais, mon ami, il a ce bruit de camion préenregistré qu'il s'amuse à faire passer, et que cette blague un peu débile, il me l'a déjà fait 2-3 fois pour me faire sursauter. » Eh bien, la 4e fois, le bruit son de camion aura été amorcé comme étant non source de danger et ma perception va se réorganiser en fonction. Et si malheureusement cette 4e fois il y avait vraiment un camion, je vais me le prendre, vous voyez? Voilà, j'essaie de prendre des exemples un petit peu frappants, oui, en effet. Alors le fait que tu dises frappant a certainement été amorcé, du coup. Parce que ça, enfin bref. Donc ça, c'est vraiment le point clé. On pourrait dire de ce point de vue que pour ces auteurs, la suggestibilité, c'est cette capacité de réorganisation des perceptions du monde externe et de ce qui se passe dans notre monde interne. Le moment où ces deux rentrent en conjonction, cette capacité à se réorganiser d'une manière qui a été amorcée pour pouvoir répondre au monde. Alors, je vais vous passer de côté l'article de Maucci et Meo, mais alors quand même brièvement. Maucci et Meo, en 2000, ils ont étudié ça alors de manière concrète, puisqu'on parle d'attribution de signification. Ils ont travaillé ça avec les figures bistables. Vous savez, comme les cubes qu'on dessine en 3D d'une manière telle qu'on les voit un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Alors je vous en ai fait un tout à l'heure, on verra s'il sera bistable ou pas, surtout maintenant que j'ai dit ça du coup. On verra bien. Et eux, ils ont regardé et en effet, ils ont fait toute une étude sur ça. C'est un exemple très trivial de ce qu'on a dit avant. Avant, on a donné des exemples plus complexes, mais là, on a vraiment un exemple trivial pour voir comment ça peut marcher pour un individu. Et ils ont montré qu'en effet, la suggestibilité est impliquée dans l'attribution de signification à des formes ambiguës, s'il s'agissait de formes visuelles, dans le rappel d'informations depuis la mémoire sémantique, dans l'intégration cognitive des différentes informations et surtout dans la capacité imaginative. Si on résume tout ce qu'on vient de dire là sur la question du priming, qui était vraiment le point clé à mon avis de cette première partie du cours, et sur lequel on va revenir dans la deuxième partie du cours, si on résume cette idée de priming, ce qu'ont montré Georgiou et Kruze en 1991, c'est que la suggestibilité, elle est impliquée dans un mécanisme de désambiguïté des perceptions. Les perceptions sont ambiguës, et la suggestibilité est impliquée dans la façon dont cette ambiguïté va se défaire pour que ça finisse par sembler cohérent. Et qui n'a pas l'impression dans sa vie que tout ce bordel qui est le réel qu'on vit, c'est un peu incohérent et ambigu quand même des fois. Que des fois je comprends, mais des fois je ne comprends pas. Des fois les choses m'ont l'air simples, puis d'un seul coup j'ai l'impression que je ne comprends plus rien. Des fois des choses me semblaient acquises dans ma façon de me représenter le monde, moi-même, la relation avec autrui, mon rapport aux choses. Et d'un seul coup tout semble confus, tout semble ambigu. Vous connaissez cette histoire-là, je pense. Souvent c'est la source d'émotions qui ne sont pas les plus agréables dans la vie. Et puis il y a un moment, quelque chose fait que « Ah mais en fait maintenant ça prend du sens, mais autrement. Ah je me rends compte que mes compréhensions d'avant, c'était mes compréhensions d'avant. Et que maintenant je ne vois plus le monde de la même façon. » Et c'est bizarre d'ailleurs cette façon que j'avais de comprendre le monde avant.
Maintenant, en fait, je comprends mieux mon rapport à moi-même, le rapport au monde, le rapport à la relation, le rapport à autrui. Eh bien, ce monde qui semblait cohérent est devenu ambigu et quelque chose lui a donné une nouvelle forme de cohérence. Et ce quelque chose, c'est la suggestibilité. Alors, cette nouvelle forme de cohérence va dépendre de la façon dont ça a été amorcé. Alors bien sûr, quand tout me semble compliqué et ambigu, si quelqu'un m'a dit avant « Ah, vous savez monsieur, ça va prendre du temps », eh bien le fait qu'il y ait une nouvelle cohérence pourrait être influencé dans sa façon de prendre du temps. Alors que si on m'a dit « Tu traverses cet épisode, mais tu sais, ça va vite prendre du sens pour toi, passons à autre chose », eh bien là, il a été amorcé le fait que ça va vite prendre du sens pour moi. Alors, ça nous amènerait sur des questions de est-ce que la suggestion prend ou ne prend pas? Ce n'est pas tellement la question ce soir. La question ce soir était au niveau de la suggestibilité est impliquée dans ce mécanisme de remise en cohérence du réel, cohérence qui a été amorcée, primée, remise en cohérence du réel, quand le réel nous semble ambigu. Et les suggestions, dans ce cas-là, c'est quoi? Eh bien, la suggestion, c'est la stratégie cognitive générale, c'est la fonction d'interprétation et d'attribution de signification qui va dire « Ah, voilà maintenant comment je comprends les choses ». La suggestion, qu'elle soit amorcée ou qu'elle se redéploie dans ma compréhension du monde, ouais. La suggestion, c'est la stratégie cognitive généralisée par laquelle je vais interpréter et donner de la signification au monde. Et de ce point de vue, les auteurs nous proposent en 1991 que la suggestibilité et la suggestion participent grandement à la mise en cohérence du réel. Clair ? Le troisième chapitre est un peu plus court. C'est la question de l'imagination, la perception et la dissociation. Comment est-ce que c'est en lien ou pas avec les suggestions? Fin des années 90, certains chercheurs se sont demandé mais quel est le lien entre la suggestibilité et différents mécanismes qui peuvent y être corrélés. Alors, ici, on va questionner la question de l'imagination, la conformation et l'implication. Pour Georgiou et Walbot, 1993, l'imagination, la conformation et l'implication, eh bien, c'est quelque chose qui est connexe à la suggestibilité, mais ce n'est pas la suggestibilité. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? Pour eux, l'imagination, c'est la capacité à mélanger, mais le bon terme, ce serait mixer. Vraiment mélanger au sens prendre un peu des deux pour qu'il y en ait une résultante commune. Donc, capacité à mélanger. Fusionner, non, c'est pas vrai. Superposer, ouais. L'imagination, capacité à superposer la réalité et la fiction. La conformation, c'est la capacité à réagir en accord avec une demande. Et enfin, l'implication, c'est la capacité à entrer dans un rôle, à entrer dans une situation et à s'y identifier. Et alors je pense que cette troisième partie, l'implication, ici dans les cours d'hypnologie, notre capacité à nous identifier à quelque chose, je crois qu'on en a déjà longuement parlé. L'imagination, je crois qu'on en a aussi longuement parlé. La conformation, la capacité à réagir en accord avec une demande, peut-être un peu moins. Et Georgiou et Walbot, en 1993, publient un article pour montrer que ces trois phénomènes, imagination, conformation, implication au sens s'auto-identifier, eh bien c'est connexe à la suggestibilité, mais pour eux ce n'est pas la suggestibilité. Toujours clair? Au contraire, Ruggieri en 2000 va dire pour moi c'est pas le cas, pour moi ces trois mécanismes-là, ce sont des sous-catégories de la suggestibilité et on devrait le regarder comme ça parce que ça nous permettrait de voir l'importance de l'imagination dans la suggestibilité. Pas de voir comment l'imagination est corrélée et en lien avec la suggestibilité, mais comment dans la suggestibilité, eh bien, il y a l'imagination qui est présente et qui est active. J'en parlais tout à l'heure, Georgiou va montrer qu'il y a un lien connexe entre perception et imagination d'un côté, et puis suggestion de l'autre. Et Ruggieri, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, lui il dit non, ça, perception et imagination sont des sous-composantes de la suggestion et de la suggestibilité. Et il montre différents types de relations. Par exemple, il montre que les différences entre les individus dans leur perception, elles sont liées, ça c'est ce qu'on connaît en sciences cognitives, elles sont liées à des différences dans la façon de moduler l'équilibre entre excitation et inhibition, ce qui favorise un comportement ou ce qui réfrène un comportement. Ruggieri montre que dans l'imagination, il y a une implication de processus sensorimoteurs qui sont activés ou qui sont inhibés. Et ça, on en avait parlé dans
la question de l'imagination motrice. Si vous voulez en savoir vraiment plus sur cette question-là, vous pouvez voir dans nos cours de neurosciences, on a tout un chapitre sur l'imagination motrice. Et enfin, Ruggieri montre que l'imagination et la perception, c'est relié aux images mentales. Je ne vais pas aller plus loin sur cette question. Le point clé ici pour Ruggieri, c'est qu'il y a des processus psychophysiologiques qui sont liés aux images mentales et qui sont liés aux processus d'imagination et de perception. C'est OK jusqu'ici? Ouais. Et ces mécanismes-là, eh bien pour lui, ces mécanismes sont liés aux processus suggestifs qui vont faire moduler ces mécanismes, qui vont impliquer des processus d'inhibition, d'activation, des fois en inhibant l'inhibition, ce qui paradoxalement laisse passer le signal. Si on empêche ce qui coupait le signal passe. Et enfin, les processus suggestifs permettent de, à son point de vue, moduler l'expérience physiologique. Alors il montre ça avec une matrice assez simple. Dans ce modèle, la perception, par exemple, la perception visuelle, est en lien avec l'environnement. Vous êtes d'accord? Et quelque chose est en train de vérifier, est-ce que ce que je perçois correspond bien aux images mentales que j'ai de ce que je perçois? Et là, la perception, le mécanisme de vérification répond toujours, bah oui, ce que tu perçois et ce que tu crois percevoir, les images mentales de ce que tu perçois sont exactement synchro, c'est exactement la même chose. Et le mécanisme de vérification va dire, c'est OK. Ouais, OK, ça passe. Quand il y a de l'imagination, ce mécanisme-là, il n'est pas impliqué. Parce que quand on est dans l'imagination, le mécanisme qui vérifie est-ce que l'image mentale correspond à l'environnement, ce mécanisme-là, il se désactive. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Il va peut-être dire non, ça ne correspond pas, mais fondamentalement, il va surtout dire il n'y en a pas besoin. Et le truc que montre Ruggieri, je trouve ça assez fin, il dit quand il y a de la suggestion, ça va aller vérifier dans l'environnement si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. Par exemple, je pourrais vous dire, il fait chaud, non? Et quelque chose à l'intérieur de vous va aller vérifier est-ce que c'est le cas ou est-ce que ce n'est pas le cas. Et ça va peut-être répondre oui, et ça va peut-être répondre non. Mais en fait, on s'en fout, parce qu'on a activé un processus de vérification, qu'on a contraint à aller chercher l'information « il fait chaud », pour qu'il puisse la vérifier et qu'il y réponde oui ou qu'il y réponde non. Mais si on active et qu'on suractive avec plein de suggestions ce mécanisme de vérification, on va commencer à trouver qu'il fait chaud, parce que le mécanisme de vérification va, à force d'être amorcé, va commencer à nous donner la perception de ce qu'on cherchait à vérifier. Vous l'avez? Oui? On active avec la suggestion un mécanisme de vérification de la correspondance entre les images mentales et ce qui se passe en vrai, entre guillemets. Et que ça réponde oui, c'est bien le cas, ou que ça réponde non, eh bien il y a une amorce qui est passée, il y a quelque chose qui a été activé et qui est passé sous la table. La suggestibilité et la dissociation. Souvent, on se dit, tiens, l'hypnose, ça a l'air d'être en lien avec la dissociation d'une part et avec l'absorption de l'attention d'autre part. Je pense que c'est une histoire que vous connaissez bien. L'hypnose est liée à la dissociation, à l'absorption, mais oui, mais non, mais on ne sait pas, mais on n'est pas d'accord, et surtout on ne comprend pas trop comment et pourquoi. Eh bien, ce qu'on voit avec l'étude de la suggestibilité de la suggestion, c'est que la dissociation, elle favorise l'implémentation de suggestions. Quand il y a dissociation, eh bien le fait qu'une suggestion, elle, prenne, entre guillemets, eh bien ça va mieux marcher. Et que l'absorption de l'attention, elle va favoriser la réduction du bruit autour des suggestions. Et ce qu'on appelle le bruit, c'est le fait que, naturellement, une suggestion, elle est en compétition avec plein d'autres choses. Et on n'est pas vraiment dans un état de disponibilité parce qu'on a des choses dans notre tête, on perçoit plein d'autres phénomènes et peut-être que quelqu'un passe une suggestion, mais comme on est pris par plein d'autres choses, eh bien peut-être qu'on va être, entre guillemets, fermé à cette suggestion. Vous êtes OK avec ça? Mais si on fait une focalisation de l'attention, on réduit le flux perceptuel, on va réduire le nombre d'informations qui rentrent et donc on va favoriser l'implémentation de suggestions parce qu'on a réduit le bruit qui est autour de la suggestion. Clair? Donc de ce point de vue, la dissociation, elle favorise la façon dont on peut implémenter les suggestions. L'absorption, elle favorise la réduction du bruit autour des suggestions. Et l'ensemble des deux va rendre les suggestions plus efficaces. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des auteurs qui ont montré tout ça parce que j'ai pris un petit peu de retard. Ce qu'on peut voir en synthèse, c'est ce genre de schéma. En vert, vous voyez différents types de suggestibilité. Donc, on en a parlé aujourd'hui. Par exemple, suggestibilité primaire, secondaire, une suggestibilité imaginative, que je n'ai pas pris le temps de décrire, d'autres facteurs. Et tout ça, ça va venir se mettre en lien avec notre fameuse hypnotisabilité. Mais il y a la dissociation.
La dissociation, elle participe à certains types de suggestibilité. L'absorption, elle participe à certains types de suggestibilité aussi. Et donc, de ce point de vue, on pourrait dire, ah bah, l'absorption et la dissociation, via la suggestibilité, contribuent à l'hypnotisabilité. Alors on pourrait se dire, oui, mais dans ce cas-là, le résumé, c'est que la dissociation et l'absorption favorisent l'hypnotisabilité. Et le problème, c'est que si on fait ce raccourci, on va retomber dans le vieux schéma où on dira, bah oui, mais pourtant dans certains cas non, donc moi je ne suis pas d'accord, donc ta définition n'est pas la bonne. Ici, ça nous permet de clarifier, d'autant plus que les contextes hypnotiques eux-mêmes, ils favorisent rarement la suggestibilité elle-même, mais ils favorisent l'association, ils favorisent l'absorption et la dissociation, qui favorisent la suggestibilité, qui favorisent l'hypnotisabilité, et voilà comment on pourrait faire le raccourci en disant, les contextes hypnotiques favorisent l'hypnotisabilité. Et là, on passerait complètement à côté du point. Personnellement, je pense que ce genre de modèle peut nous aider quand on est bloqué sur certains cas. Quand on se dit, bah lui, il n'entre jamais en transe. Mais oui, mais peut-être que lui, il a une suggestibilité primaire super forte et que tu essayes tout le temps de lui faire fixer un point sur un mur, ce qui est de l'absorption, ce qui chez lui ne va pas contribuer à son hypnotisabilité. Voilà un exemple, mais vous en trouverez d'autres. Donc, on va faire une pause de 10 minutes pour ce qui nous regarde. Pour ceux qui suivent cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi le cours jusqu'au bout. 1 heure pour une longue introduction aux points clés qui a finalement tenu en 17-18 minutes. Et j'espère que vous êtes toujours là maintenant pour aller regarder la seconde partie. Et pour ce qui nous concerne, je le voulais peut-être vraiment ce verre d'eau. Non, en fait, j'en avais encore. Je vous propose 10 minutes de pause et on reprend exactement à 21 heures.